Bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi soudain que critique, l'arrêt cardiaque. Oui, une urgence vitale, absolue, et malheureusement, c'est pas si rare, hein. C'est ça. Ça arrive souvent hors de l'hôpital, ça touche un peu plus les hommes, souvent autour de 60 ans. Et les chiffres sont, ils sont assez terribles, le pronostic est vraiment sombre, plus de 90% de mortalité. Ah oui, quand même. Et même quand on intervient tôt, hors de l'hôpital, moins de 35% récupèrent une circulation spontanée. Et au final, moins de 5% s'en sortent sans séquelles neurologiques majeures. Ces séquelles, parlons-en. C'est pas juste le handicap neurovisible. Il y a la fatigue, l'anxiété, la dépression, les problèmes de mémoire. Absolument. C'est un fardeau énorme, tellement que moins de la moitié des survivants peuvent reprendre le travail. L'impact sur la vie est juste colossal. Tout à fait. Alors pour décrypter tout ça, on s'appuie aujourd'hui sur un chapitre médical de référence qui détaille vraiment la prise en charge adultes et enfants. Voilà. Notre mission, si on peut dire, c'est comprendre l'essentiel, comment on reconnaît un arrêt cardiaque, quels sont les gestes qui sauvent, cette fameuse chaîne de survie, c'est quoi les bases de la prise en charge médicale, les causes possibles et les points importants pour l'enfant. Le maître mot, ça va être la rapidité et l'efficacité. Chaque seconde compte vraiment. Bon, alors allons-y. Commençons par le début, la reconnaissance. Comment on est sûr, certain, qu'une personne est en arrêt cardiaque ? C'est quoi les signes qui doivent alerter immédiatement ? Il y a 2 signes vraiment cardinaux très clairs. Premier, la victime est inconsciente. Elle ne bouge pas, elle ne réagit pas du tout quand on l'appelle, quand on lui demande d'ouvrir les yeux, même si on la secoue un peu. D'accord, inconsciente. Et le deuxième ? Deuxième, la respiration est anormale. Soit elle ne respire plus du tout, 0 mouvement respiratoire. Soit elle a ce qu'on appelle des gaspes, une respiration agonique. Des gaspes, c'est quoi ça exactement ? Mais ce sont des mouvements respiratoires très bizarres, lents, bruyants, un peu comme des hoquets très espacés ou des tentatives de respiration mais complètement inefficaces. Ah oui. C'est un réflexe du cerveau qui manque d'oxygène, mais ça n'oxygène rien du tout. Donc absence de respi ou ces gaspes, ça revient au même, arrêt respiratoire. Ok, donc si je résume, inconsciente et ne respire pas normalement ou pas du tout ou des gaspes égale arrêt cardiaque. C'est ça. Jusqu'à preuve du contraire, on part là-dessus. C'est clair. Mais alors, le pouls, on entend souvent parler de chercher le pouls au cou, la carotide. C'est toujours un truc à faire ? Alors ça, c'est un point super important et qui a changé. Pour le grand public, et même pour les soignants pas spécifiquement formés à ça, la recommandation c'est ne pas perdre de temps à chercher le pouls. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que c'est difficile en situation de stress. Ça fait perdre des secondes précieuses et on peut facilement se tromper. Sentir son propre pouls, croire sentir quelque chose qui n'est pas là. D'accord, donc le pouls, on oublie si on n'est pas un pro hyper entraîné. Exactement. Si un médecin, un infirmier expérimenté le fait, ce sera très rapide, moins de 10 secondes, au cou ou à haleine. Mais la règle d'or, c'est, au moindre doute, inconscient, respire pas normalement, on considère que c'est un arrêt et on agit. Tout de suite. Pas le tout de suite. Message reçu, pas de temps à perdre sur le pouls. Alors, on a identifié l'arrêt. Quelle est la première chose à faire ? L'action immédiate. Déclencher la chaîne de survie. C'est une série d'actions, comme des maillons, qui doivent s'enchaîner très vite. Les chances de survie en dépendent directement. Ok, explorons cette chaîne. Premier maillon, le plus urgent. L'alerte. Appelez les secours spécialisés. C'est la priorité numéro 1. Dès qu'on suspecte l'arrêt, on appelle ou on fait appeler et, si possible, on note l'heure. C'est important. Les numéros, juste pour rappel. Hors hôpital, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers ou le 112, le numéro européen. À l'hôpital, c'est le numéro d'urgence interne, bien sûr. Et pour que l'appel soit efficace, il faut dire quoi ? Faut rester calme, essayer, être clair et précis, dire qui on est, donner un numéro de rappel, l'adresse exacte hyper précise, étage, code, tout ça, décrire la situation, suspicion d'arrêt, âge, sexe si on sait, ce qui est déjà fait, est-ce que quelqu'un masse, est-ce qu'il y a un défibrillateur, et surtout, on ne raccroche jamais avant qu'ils ne le disent. Ils peuvent dider par téléphone. Très important ça, ne pas raccrocher. Bon, l'alerte est donnée, on n'attend pas les bras croisés j'imagine. C'est quoi le maillon suivant ? Le massage cardiaque externe, le MCE.
Il faut commencer à masser le plus tôt possible. C'est ça qui va faire circuler un peu de sang, surtout vers le cerveau et le cœur en attendant le reste. C'est fondamental. Ok, la technique pour un adulte, rappelons les points clés. Alors, la victime est sur le dos, sur un plan dur. Le sol, c'est parfait. On se met à côté. On met le talon d'une main au milieu de la poitrine, sur la partie basse du sternum. L'autre main par-dessus, on peut croiser les doigts. D'accord. Bras bien tendus, épaules juste au-dessus des mains. Et là, on appuie fort et vite. Faut enfoncer le sternum de 5 à 6 cm. Et le rythme, c'est 100 à 120 compressions par minute. C'est rapide, hein? 100 à 120, c'est le rythme de Staying Alive, c'est ça? Exactement. C'est un bon moyen mnémotechnique. Masser fort, masser vite. Et il y a un détail souvent mentionné, la décompression du thorax. Ah oui, essentiel. Entre chaque appui, il faut laisser la poitrine revenir complètement à sa position normale, sans garder de poids dessus. C'est ça qui permet au cœur de se remplir un peu avant la compression suivante. Donc, fort, vite et laisser remonter. On masse, et la ventilation. Le bouche à bouche, ça se fait encore? Alors si on est formé et qu'on est plusieurs, oui, on peut l'intégrer. Après 30 compressions, on libère les voies aériennes, tête en arrière, menton levé doucement, et on fait 2 insufflations. Bouche à bouche, ou mieux avec un masque et un ballon si on a ça et qu'on sait faire, avec de l'oxygène si possible. 30 compressions, 2 insufflations. C'est ça. Chaque insufflation doit juste faire soulever la poitrine, pas plus. Et tout ça doit interrompre le massage le moins longtemps possible. Vraiment quelques secondes, max 10 secondes d'interruption pour les 2 insufflations. Mais vous avez bien dit, si formé et si plusieurs. Oui, parce que chez l'adulte, au début de l'arrêt, la priorité absolue, c'est le MCA. Continu et de bonne qualité. Si on est seul ou si on n'est pas à l'aise avec le bouche à bouche, il vaut mieux masser sans s'arrêter. Juste masser. D'accord. Les premières minutes, il reste l'oxygène dans le sang. Le MCE le fait circuler. La ventilation devient plus cruciale si l'arrêt se prolonge ou si c'est un problème respi à la base. Mais au début chez l'adulte, MCE, MCE, MCE. Compris. Le MCE d'abord. Et pour comprendre pourquoi c'est si urgent, il faut parler de no-flow et low-flow. Le no-flow, c'est le temps entre l'arrêt du cœur et le début du massage. Zéro circulation. Nada. C'est terrible. Le low-flow, c'est le temps où on masse. Mais même un bon massage, ça ne rétablit que 10, 20, peut-être 25% du débit sanguin normal. C'est peu. Mais c'est vital. Exactement. Le pronostic, surtout pour le cerveau, dépend énormément de la durée de ces 2 périodes. Plus elles sont courtes, meilleures sont les chances. Chaque seconde compte, littéralement. Ça donne vraiment un vertige. D'où l'importance de commencer tout de suite et de bien faire. Et si on est plusieurs, justement, comment on s'organise ? C'est là qu'intervient la coordination, le Crew Resource Management, comme on dit, même à 2 ou 3. Idéalement, une personne prend le lead. Elle regarde, elle écoute, elle décide, elle parle clairement. Elle dit « Toi, tu masses, toi, tu t'occupes de la ventilation si on fait, va chercher le défibrillateur. » Elle gère le temps aussi. Et le relais au massage, c'est important ? Fondamental. Il faut se relayer toutes les 2 minutes maximum, impérativement. Toutes les 2 minutes ? Même si on se sent encore en forme ? Oui. Parce que la fatigue arrive très très vite. Et sans qu'on s'en aperçoive, la qualité du massage diminue. On appuie moins fort, moins régulièrement. Le relais toutes les 2 minutes garantit un MCR qui reste efficace plus longtemps. D'accord, très clair. Le massage maintient une perfusion minimale, mais pour faire repartir le cœur, dans certains cas, il faut autre chose. Le 3e maillon, la défibrillation précoce. C'est quoi exactement ? La défibrillation, c'est envoyer un choc électrique à travers le cœur. L'idée, c'est de stopper une activité électrique complètement chaotique pour permettre au cœur potentiellement de reprendre un rythme normal et efficace. Mais ça ne marche pas pour tous les arrêts cardiaques. Non, attention. Ça ne marche que pour ce qu'on appelle les rythmes chocables. Il y en a 2 principaux. La fibrillation ventriculaire, l'AFV, le cœur frétille de façon désordonnée, et la tachycardie ventriculaire, sans pouls, la TV, un rythme très rapide mais inefficace. Dans ces cas, le choc peut remettre à zéro l'électricité. Et les autres cas, les rythmes non chocables ? C'est surtout la systolie, le tracé plein, subactivité électrique, et la dissociation électromécanique, où ASP, il y a une activité électrique sur l'écran, mais le cœur ne pompe pas, il n'y a pas de pouls. Pour ces rythmes-là, le choc ne sert à rien. Le traitement, c'est le MCE et les médicaments. Ok. Et comment on fait pour défibriller si on n'est pas médecin ? Grâce au DAE, défibrillateurs automatisés externes. Ils sont faits pour ça, pour le grand public. On en trouve de plus en plus partout. Gares, centres commerciaux, mairies, entreprises. Il y a même des applis pour les localiser, non ?
Oui, tout à fait. Comme Staying Alive, Save Life, AFPR. Elles montrent où sont les DAE les plus proches et parfois elles peuvent même alerter des volontaires formés aux premiers secours qui sont dans le coin. Dès qu'on a un DAE, il faut l'amener et l'utiliser, sans attendre. Et c'est simple à utiliser? Pas de risque de se tromper? C'est très simple et très sûr. On l'allume et une voix guide tout, pas à pas. Il faut juste dénuder la poitrine de la victime, bien sécher si c'est mouillé, et coller les électrodes comme c'est dessiné dessus, ou sur l'emballage. Une sous la clavicule droite, l'autre sur le côté gauche, sous l'aisselle. Puis on branche le câble DAE. Ok, électrode posée, branchée, et après? L'appareil dit « analyse en cours », ne touchez pas le patient. Ça dure quelques secondes. Si c'est un rythme choquable, il dit « choc recommandé ». Il se charge, on entend souvent un bruit, puis il dit d'appuyer sur le bouton « choc » qui clignote souvent. Mais avant d'appuyer, crucial, vérifiez que personne ne touche la victime. On crie « attention, écartez-vous ». Le choc part, et ensuite, on regarde si ça a marché? Non, surtout pas. Et ça, c'est un point qui a changé et qui est vital. Immédiatement après le choc, sans attendre, sans vérifier le poulpe, on reprend le massage cardiaque, tout de suite, pendant 2 minutes complètes. Ah oui, ça c'est contre-intuitif, on aurait envie de voir. Exactement, mais non. Il faut reprendre le MCE tout de suite. C'est seulement après ces 2 minutes de massage que le DAE proposera une nouvelle analyse. Si jamais le DAE avait dit au début choc non recommandé, eh bien il aurait dit de continuer le MCE tout de suite, aussi pour 2 minutes avant la prochaine analyse. Reprendre le MCE immédiatement après le choc, c'est donc la clé, pour que le cœur ait de quoi redémarrer en quelque sorte. C'est exactement ça. Le cœur a besoin de sang qui circule grâce au MCE pour pouvoir bénéficier du choc et repartir. Ne pas reprendre le MCE tout de suite, c'est une perte de chance énorme. Cette chaîne initiale, alertée, massée, défibrillée, c'est vraiment la base. Mais parfois, ça ne suffit pas pour que le cœur reparte tout seul. Quand les secours arrivent, on passe à l'étape suivante, le 4e maillon, la réanimation spécialisée. C'est ça. Les équipes médicales, SAMU, SMUR ou l'équipe de réa à l'hôpital prennent le relais. Elles continuent ou optimisent le MCE avec le moins d'interruptions possible et elles ajoutent des traitements plus avancés en suivant des protocoles très précis. Quels sont les grands axes de cette phase? Il y a plusieurs choses. D'abord, l'oxygénation. On passe souvent un ballon autoremplisseur, un bas-vu, avec un masque bien étanche et surtout branché à de l'oxygène à fond, 15 litres minute ou plus. Et l'intubation, on met un tube dans la trachée? On peut l'envisager, oui, pour bien contrôler les voies aériennes et la ventilation. Mais attention, c'est un geste technique qui ne doit jamais retarder le massage ou la défibrillation, surtout si la cause n'est pas d'abord respiratoire. Et petit détail, pas besoin d'endormir le patient pour l'intuber en arrêt cardiaque, il est déjà dans le coma. D'accord. Et pour injecter les médicaments? Il faut un accès vasculaire. D'abord, on essaie une voie veineuse classique, au bras. Mais c'est parfois très dur, les veines collapsent. Si on n'y arrive pas vite, genre moins de 90 secondes, ou si on est en pré-hospitalier, on passe souvent à la voie intra-osseuse, l'IO. Dans l'os, vous disiez? Oui, on utilise une sorte de perceuse ou un système manuel pour insérer une aiguille spéciale dans la moelle osseuse. En général, en haut du tibia, sous le genou ou dans l'épaule. C'est super rapide, ça marche très bien et on peut tout passer dedans. Médicaments, perfusion. C'est une voie d'urgence temporaire pour moins de 24 heures. La voie centrale, c'est plus tard si besoin. Ok, on a la voie AIO. Quels médicaments on utilise principalement? Le médicament numéro 1, c'est l'adrénaline. Pour les rythmes non choquables, asystolie, AESP, on en fait 1 mg le plus tôt possible, puis on répète toutes les 3 à 5 minutes, soit environ tous les 2 cycles de massage-analyse. Et pour les rythmes choquables? Pour les rythmes choquables, FVTV, si ça persiste après les premiers chocs, on fait la première dose d'1 mg d'adrénaline après le 3e choc. Et ensuite, pareil, on répète toutes les 3 à 5 minutes. D'accord, adrénaline pour tout le monde, mais avec un timing un peu décalé. Et il y a autre chose? Oui, pour les rythmes choquables qui résistent au choc, il y a l'amiodarone, c'est un antiarythmique. Si après 3 chocs, on est toujours en FV ou TV, on fait un bolus de 300 mg d'amiodarone en même temps que la première dose d'adrénaline. C'est la seule fois où on fait l'amio en bolus rapide. Éventuellement, on peut refaire 150 mg après le 5e choc si ça ne marche toujours pas.
Donc adrénaline pour booster un peu tout ça, et amiodarone pour essayer de calmer l'électricité si elle reste anarchique après les chocs. C'est une bonne image, oui. L'adrénaline aide surtout à maintenir un peu de pression pour perfuser les organes pendant le massage, et l'amiodarone essaie de stabiliser le cœur électriquement. Et les perfusions de liquide, le remplissage, on en met beaucoup? Non, pas systématiquement. Seulement si on pense que l'arrêt est dû à une grosse perte de sang ou de liquide, une hémorragie par exemple. Là, oui, on met des solutés type sérum-Phi. Sinon, non. Pendant toute cette réanimation, très technique, l'équipe cherche aussi à comprendre pourquoi la personne a fait cet arrêt, j'imagine. Ah, mais c'est absolument fondamental. Trouver et traiter la cause, c'est souvent la clé. Surtout s'il y a une cause réversible. Chez l'adulte, on l'a dit, la cause numéro 1, c'est l'infarctus du myocarde qui déclenche une FV. C'est pour ça que dès que le cœur repart, ce qu'on appelle le RACS, retour à une activité circulatoire spontanée, on fait un électrocardiogramme ECG tout de suite. Et si cet ECG montre un infarctus? Si l'ECG montre des signes typiques d'infarctus, avec sus-décalage ST, le patient doit aller en urgence en salle de coronarographie pour essayer de déboucher l'artère du cœur. Même sans ces signes précis, si on suspecte fort un infarctus ou si on ne trouve pas d'autre cause, on y va souvent aussi. Et en dehors de l'infarctus, quelles sont les autres causes à chercher activement? Il y a une liste classique, les fameuses causes réversibles, parfois appelées les H et T. Il faut les avoir en tête pendant la réanimation. Les H et T. Oui, les H, hypoxie, manque d'oxygène, égale oxygéné à fond, hypovolémie, manque de sang liquide, égale remplir si suspecté, hypo ou hyperkaliémie, problème de potassium, égale vérifier avec une prise de sang rapide, corrigée, hypothermie, trop froid, égale réchauffé. Ok pour les H. Et les T? Les T, thrombose, caillot, soit coronaire, infarctus, égale coronarographie, soit pulmonaire, embolie pulmonaire, égale diagnostic dur, parfois échographie cardiaque, parfois traitement pour dissoudre le caillot. Ensuite, tamponnade, liquide autour du cœur qu'il comprime, échographie, drainage. Puis toxique, intoxication, égale chercher des indices, antidote si ça existe. Et enfin, pneumothorax sous tension, air qui s'accumule et comprime poumon et cœur. Examen clinique, dégonflé avec une aiguille, puis drain. Ça fait beaucoup de choses à vérifier en même temps que le massage et tout le reste. Oui, on utilise tous les indices. Ce qu'on sait de l'histoire du patient, le moniteur, les analyses de sang rapide, gaz du sang, potassium, l'échographie cardiaque si on a quelqu'un d'entraîné et l'appareil sur place, l'examen clinique régulier. C'est une vraie course contre la montre, diagnostique et thérapeutique. Vous avez mentionné l'écho, et il y a des techniques encore plus poussées pour les cas extrêmes. Oui, dans certains centres, pour des cas très sélectionnés, souvent jeunes, arrêt devant témoin, réanimation précoce, cause réversible suspectée, on peut mettre en place une assistance circulatoire extracorporelle, l'ECMO ou ECPR. C'est une machine qui remplace le cœur et les poumons, le temps de traiter la cause, déboucher l'artère, réchauffer. C'est vraiment exceptionnel. Et une fois que le cœur est reparti, si on a cette chance, ce n'est pas fini. Ah non, loin de là. Le patient part en soins intensifs pour une prise en charge très lourde, dite post-arrêt cardiaque. On continue de chercher la cause, on gère les défaillances des autres organes qui souffrent souvent et surtout on essaye de protéger le cerveau. Une mesure clé, c'est de contrôler la température, la maintenir entre 35 et 36 degrés Celsius pour éviter la fièvre qui est très mauvaise pour le cerveau après un arrêt. C'est incroyablement complexe, mais il y a aussi un moment terrible parfois. Quand est-ce qu'on décide d'arrêter la réanimation? Oui, c'est une des décisions les plus difficiles. Elle doit toujours être prise en équipe, de façon collégiale, si possible tout le monde d'accord, et bien sûr argumentée et notée. Plusieurs choses entrent en compte. Il y a des règles, des critères objectifs? Pour les arrêts hors de l'hôpital, oui, il y a des critères qui peuvent aider. On peut discuter d'arrêter si toutes ces conditions sont là. Arrêt non vu par un témoin, donc on ne sait pas depuis quand, rythme initial non choquable, asystolie ou ASP, l'asystolie persiste plus de 20 minutes malgré une bonne réanimation, et on n'a trouvé aucune cause réversible à traiter. Mais c'est rare d'avoir tout ça en même temps. Donc ce n'est pas juste une checklist? Non, jamais. La décision prend en compte aussi l'âge du patient, ses maladies avant l'arrêt, son autonomie, ses volontés si on les connaît, directives anticipées, les circonstances exactes de l'arrêt, le temps passé sans massage puis avec massage et le pronostic neurologique qu'on estime. Plus la réanimation est longue et sans succès, plus ce pronostic s'assombrit. Et il y a une durée limite de réanimation? Pas de règle absolue, chaque cas est différent.
Mais disons qu'après environ 30 minutes de réanimation médicale bien menée, sans aucun signe que ça repart, et sans cause réversible évidente qu'on est en train de traiter, comme une hypothermie profonde, où on continue beaucoup plus longtemps, eh bien oui, la discussion sur l'arrêt des efforts devient légitime. On a beaucoup parlé des adultes, mais les enfants aussi peuvent faire des arrêts cardiaques. Et la source souligne des différences importantes. C'est quoi les points clés ? Oui, c'est crucial de connaître ces différences, car ça change tout dans la prise en charge initiale. La première différence, c'est la cause. Chez l'enfant, surtout le bébé, l'arrêt cardiaque est le plus souvent la conséquence finale d'un manque d'oxygène prolongé, une hypoxie. C'est souvent un problème respiratoire ou un état de choc au départ. Pas un problème cardiaque direct comme chez l'adulte souvent. Beaucoup plus rarement. Chez l'enfant, pensez plutôt suffocation, noyade, infection respi grave, asthme sévère. L'hypoxie s'installe et le cœur finit par s'arrêter. Et ça change le type d'arrêt qu'on observe ? Oui, directement. Comme c'est l'hypoxie qui domine, le rythme qu'on voit le plus souvent au début de l'arrêt chez l'enfant, c'est une asystolie, tracé plat, ou une AESP, dans plus de 75% des cas. L'AFV ou l'ATV, les rythmes choquables sont bien moins fréquents. Et malheureusement, ça explique en partie pourquoi le pronostic est encore plus mauvais chez l'enfant, souvent moins de 5% de survie. C'est terrible. Les causes varient avec l'âge. Mort subite du nourrisson, trauma, problème respi, noyade, malformation cardiaque, problèmes neuro, brûlure, intoxication. Et du coup, si c'est souvent l'oxygène le problème, la priorité des gestes change ? Radicalement. Chez l'enfant, la priorité absolue au début, c'est de rétablir l'oxygénation. Il faut ouvrir les voies aériennes et ventiler. Tout de suite. Concrètement, ça veut dire quoi pour le sauveteur ? La séquence est différente ? Oui, elle est inversée par rapport à l'adulte. On trouve un enfant inconscient qui ne respire pas normalement. 1. On libère les voies aériennes, tête doucement en arrière, menton levé. 2. On commence par 5 insufflations initiales. Bouche à bouche et nez pour le bébé, 1 an, bouche à bouche pour l'enfant, moins d'1 an. On vérifie jusque la poitrine se soulève un peu. Donc on souffle d'abord, avant même de penser à masser. Exactement. C'est seulement après ces 5 premières insufflations qu'on regarde si l'enfant réagit, bouge, douce, respire. S'il n'y a aucun signe de vie, alors on commence le massage cardiaque. La recherche de pouls, là encore, n'est pas recommandée ou doit être très brève. Et le massage lui-même, c'est pareil que pour l'adulte ? Non, c'est adapté à la taille. Nourrisson, 1 an, soit avec les 2 pouces au milieu de la poitrine, les mains faisant le tour du thorax, soit avec 2 doigts, index et majeur. Enfant, 1 an, avec le talon d'une seule main, ou des 2 si l'enfant est grand, au centre de la poitrine. Et on appuie moins fort, j'imagine. Oui, on adapte la profondeur. On enfonce d'environ 1/3 l'épaisseur du thorax. Ça fait à peu près 4 cm chez le nourrisson, 5 cm chez l'enfant. Par contre, la vitesse reste la même, 100 à 120 par minute. D'accord. 5 insufflations d'abord, puis massage adapté. Et le rythme entre massage et ventilation ? C'est l'autre grande différence. C'est 15 compressions pour 2 insufflations, 15-2. Chez l'adulte, c'était 32 si on ventilait. Ce 15-2 chez l'enfant montre bien l'importance plus de la ventilation pour eux. 15 pour 2, c'est une info capitale. Et l'appel au secours, on appelle en premier aussi ? Là aussi, c'est différent si on est seul. La recommandation pour un sauveteur seul face à un enfant en arrêt, libérer voie aérienne, 5 insufflations, si pas de réaction, faire 1 minute complète de réanimation cardio-pulmonaire, RCP, donc cycle de 15.2. C'est seulement après cette minute d'action qu'on va chercher de l'aide ou appeler les secours en emmenant l'enfant si possible. Puis on reprend la RCP. Ah oui, c'est très différent. On agit pendant 1 minute avant d'appeler si on est seul. C'est ça. L'idée, c'est de donner tout de suite de l'oxygène et un peu de circulation à cet enfant dont l'arrêt est probablement dû au manque d'oxygène. Bien sûr, si on est 2, un commence la RCP tout de suite et l'autre part alerter immédiatement. Ok, un point vraiment essentiel à retenir pour les enfants. Merci pour toutes ces précisions. Bon, si on essaye de synthétiser cette discussion très dense, face à un arrêt cardiaque suspecté, inconscience, pas de respiration normale, la réaction immédiate est vitale. Le concept clé, c'est cette chaîne de survie. Alerter tôt, masser tôt et bien, vite, fort, laisser remonter. Défibriller tôt si DAE dispo et reprendre le MCU tout de suite après. C'est ça. Et ne pas oublier les spécificités de l'enfant, cause souvent hypoxique, donc priorité ventilation, 5 insufflations d'abord, ratio 15.22 et l'alerte différée d'1 minute si on est seul. Dans tous les cas, oui, chaque maillon est essentiel, chaque seconde compte. On a vu aussi toute la complexité de la suite, la recherche des causes, les traitements avancés, les décisions parfois difficiles.
Et même si tout ça permet de sauver des vies, les chiffres du début nous rappellent que ça reste une situation gravissime. Oui, le pronostic global est malheureusement encore très sévère. Et pour ceux qui survivent, on l'a dit, c'est souvent le début d'un long chemin. Moins de la moitié retournent au travail, beaucoup gardent des séquelles cognitives, une fatigue, une anxiété. C'est un vrai chamboulement de vie. Ce qui amène peut-être une dernière réflexion qui va un peu au-delà du médical pur. Quand on voit l'importance de ces séquelles neuro-cognitives, psychologiques chez les survivants et ce faible taux de retour à une vie normale, qu'est-ce que ça nous dit sur l'accompagnement à long terme, sur le soutien qu'on apporte en tant que système de santé, en tant que société, à ces personnes et à leurs proches? C'est une excellente question et très vaste. Une question ouverte pour continuer à y penser. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse très complète avec nous.